J'ai tué mon frère aîné d'un coup de couteau dans le cœur, ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, et tout le monde a applaudi en silence. Ce n'était pas un meurtre impulsif, non. C'était une symphonie de vengeance que j'avais composée note par note, pendant des années, dans les recoins sombres de mon esprit. Et le plus ironique, mes parents, ces fantômes de chair et d'os que j'avais idolâtrés, étaient là, invisibles dans l'ombre, complices sans le savoir de leur propre ruine. Tout avait commencé par cet anniversaire, ce maudit anniversaire que j'avais orchestré comme un maître d'œuvre obsédé. J'avais 30 ans, et Paris, ma ville natale, m'étouffait déjà de son humidité automnale, de ses boulevards encombrés où les klaxons hurlaient comme des âmes damnées. Mes parents fêtaient leurs 40 ans de mariage. Un jalon que j'avais décidé de marquer d'or pur, ou du moins d'illusions dorées. J'étais le fils prodigue, le rêveur, celui qui avait fui les usines du Nord pour les lumières de la Sorbonne, et qui revenait toujours, la queue entre les jambes, pour réparer les fissures de la famille. Mon frère, Étienne, était l'autre, l'héritier, le Golden Boy, avec son costume sur mesure et ses sourires carnassiers qui masquaient des crocs acérés. J'avais passé des mois à planifier. Le lieu. Un hôtel particulier du Marais, loué à prix d'or, avec ses plafonds voûtés et ses lustres en cristal qui pleuraient des larmes de lumière. Le menu, des escargots à la bourguignonne, du foie gras truffé, et un gâteau au chocolat noir amer, comme la vie elle-même. Les invités, une cinquantaine, triés sur le volet, des oncles hypocrites de province, des cousins parisiens snobs, et même ce prêtre défroqué que mon père affectionnait pour ses sermons iconoclastes. J'avais tout géré, les fleurs, les vins de Bordeaux millésimés, la playlist de Piaf et de Brassens qui flottait comme un brouillard nostalgique. Et moi, j'étais l'architecte invisible, le fantôme derrière le rideau. Le jour J arriva, un samedi d'octobre où le ciel de Paris se déchirait en lambeaux gris. Je me tenais dans l'entrée, costume noir impeccable, cravate nouée d'une main tremblante. Tout est parfait, me dis-je, en vérifiant la liste sur mon téléphone. Mais quand les invités affluèrent, riant et trinquant, je sentis le premier craquement. Pas de place pour moi à la table d'honneur. Oh, il y avait des chaises pour tous, sauf pour le fils qui avait tout sacrifié. C'est une erreur, n'est-ce pas ? Murmurai-je à la serveuse, une jeune femme aux yeux lasses. Elle haussa les épaules. Monsieur Étienne a dit que vous seriez en cuisine, pour superviser. En cuisine. Comme un domestique. Le sang me monta au visage, un feu liquide qui consumait mes veines. Je traversai la salle, ignorant les regards curieux, et me plantai devant mes parents, enlacés au centre de la pièce comme des statues de cire. Mère, avec ses perles factices et son sourire figé. Père, bedonnant et rougeaud, une coupe de champagne à la main. Maman, papa, il n'y a pas de place pour moi. Ma voix était un fil tendu, prêt à rompre. Ils se tournèrent, lentement, comme si je n'étais qu'un importun. « Oh, mon chéri !» susurra mère, d'une voix mielleuse qui puait le mensonge. « Tu comprends, Étienne a insisté pour que la table soit intime. Tu es si occupé avec tes projets. » Projets. Elle voulait dire mes échecs, le livre non publié, les amours fugaces, les dettes qui s'accumulaient comme des feuilles mortes sur le trottoir. Père hocha la tête, distrait. « Va donc aider en bas, fiston. On se rattrapera plus tard. » Plus tard. Ce mot qui promet l'oubli. Je reculai, le cœur cognant comme un tambour funèbre, et me réfugiai dans les cuisines où les odeurs de graisse et de vin tourné m'étouffaient. Là, seul avec les marmitons indifférents, je sentis la première fissure de la vengeance se former. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était le rappel brutal d'une vie entière de sacrifices invisibles. J'avais toujours été le bouc émissaire, le remplaçant, celui qui payait pour les péchés des autres. Les heures s'étirèrent en une torture exquise. De ma cachette, j'observais la fête par la porte entrebâillée, rire forcé, toast hypocrite, et Étienne au centre, narrant ses conquêtes d'affaires avec l'aisance d'un serpent. Il avait 35 ans, marié à une blonde trophée nommée Claire, et dirigeait l'entreprise familiale, celle que j'aurais dû hériter si je n'avais pas été trop sensible pour les chiffres. Ce soir-là, il leva son verre, à mes parents, les piliers de notre empire, et à l'absence de mon petit frère, qui nous laisse la place pour briller. Des rires fusèrent, gras et complices. J'attrapai un couteau de cuisine, sa lame froide contre ma paume, et imaginai pour la première fois le sang coulant sur le marbre blanc. Mais je ne frappais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je quittai l'hôtel en catimini, marchant sous la pluie qui lavait les rues de Montmartre comme des larmes divines. Mon appartement, un studio misérable près de la Seine, m'accueillit avec son silence accusateur. Là, assis sur le sol, je fouillais dans une boîte oubliée, des lettres jaunies, des photos jaunies par le temps. Et c'est là que le secret surgit, comme un cadavre exhumé. Une lettre de mon oncle, datée de 1990. « Chère sœur, je sais pour l'enfant d'Étienne. Cette erreur avec la bonne.
Il faut le cacher. Louis peut endosser la paternité. Il est si naïf, il croira que c'est le sien. Mon sang se figea. Je n'étais pas leur fils. J'étais un bâtard, un pion dans leur jeu de dupes. Et pire, j'avais porté le poids de ces crimes. À 16 ans, j'avais avoué un vol à l'étalage que c'était Étienne qui avait commis pour protéger la famille. À 20 ans, j'avais endossé une bagarre qui avait mal tourné, lui évitant la prison. Des années de mensonges, de dettes morales que j'avais payées de ma chair. La nuit se referma sur moi comme un linceul. Paris, avec ses lumières floues à travers la vitre mouillée, devint le décor d'une tragédie racinienne. Je n'étais plus Louis, le fils dévoué. J'étais le vengeur masqué, et ma lame affûtée attendait son heure. Mais d'abord, je devais creuser plus profond, exhumer les os pourris de leur hypocrisie. Les jours suivants furent un tourbillon de fureur contenue. Je feignais la normalité. Un appel amer, larmoyant sur l'erreur de l'anniversaire, et elle me pardonna d'un claquement de langue, comme un chien errant. Étienne, lui, m'envoya un SMS laconique. « Désolé, frangin. La vie est un banquet, et parfois on oublie les miettes. » Miettes. Ce mot me hanta, et je commençai à tisser ma toile. Première étape, infiltrer. J'appelai Claire, sa femme, sous prétexte d'un dîner de réconciliation. Elle accepta, naïve, avec son accent du Sud qui chantait comme une berceuse empoisonnée. Nous nous vîmes au café de Flore, là où Sartre avait maudit l'absurde. Elle sirotait un café crème, ses yeux verts scrutant mon visage comme un miroir brisé. Étienne est tendu, ces temps-ci, confia-t-elle, en allumant une gauloise. L'entreprise coule, et tes parents. Il le pousse dans ses retranchements. Je hochai la tête, feignant l'empathie. Toujours le favori, hein. Elle rit, un son cristallin qui masquait la peur. Et là, elle lâcha la première perle. Il y a des dettes. Pas seulement financières. Des secrets. Ton frère a trempé dans des affaires louches, avec des Russes, près de la Bastille. Et tes parents couvrent tout. Mon cœur bondit. Les Russes. J'avais entendu des rumeurs. Trafic d'art volé, des toiles de Picasso disparues des musées provinciaux. Étienne, le mécène autoproclamé, n'était qu'un voleur en col blanc. Je pressai, subtilement. Et moi? Pourquoi m'ont-ils toujours mis de côté? Claire hésita, puis murmura. Parce que tu n'es pas comme lui. Tu es le gentil, le remplaçant. Mais chérie, si tu savais la vérité sur ta naissance. Je quittai le café avec un nœud au ventre, la pluie recommençant à fouetter les pavés. La vérité. Elle était un poison lent, et je l'avalais goutte à goutte. De retour chez moi, je fouillai les archives en ligne de l'entreprise familiale. Un hack grossier, appris sur des forums obscurs. Les factures falsifiées sautèrent aux yeux, des millions détournés, des comptes offshore à Genève. Et au centre, Étienne, signataire de tout, avec la bénédiction tacite de nos parents. La vengeance prenait forme. Pas un coup de poignard hâtif, non, une lente érosion, comme la Seine rongeant ses berges. J'envoyai un courriel anonyme à un journaliste du Monde avec des preuves partielles, juste assez pour que l'odeur de scandale flotte. Puis, je contactai un vieil ami avocat, un renégat nommé Raoul, qui haïssait Étienne depuis l'université. « Aide-moi à le ruiner », lui dis-je au téléphone, voix voilée. Légalement, d'abord. Raoul rit, un aboiement rauque. Légalement? Avec ce serpent? On va le déshabiller, Louis. Mais souviens-toi, la loi est une putain en France, elle se vend au plus offrant. Les semaines passèrent en un brouillard de manigance. L'article parut, l'empire familial des Lemoine au bord du gouffre, soupçon de fraude. Étienne paniqua, appelant à minuit. « C'est toi, hein? Espèce de raté. Tu vas regretter ça. » Sa voix, habituellement suave, craquelait comme du verre sous le marteau. Je raccrochai, un sourire aux lèvres, et gravai son nom sur une liste mentale. Premier à tomber, les fondations. Mais le vrai choc vint d'une lettre arrivée par la poste, cachetée de cire rouge. Ma mère, confessant tout. Mon fils, pardon. Étienne n'est pas ton frère de sang. Une nuit d'ivresse, une erreur avec un employé. Nous t'avons adopté en secret, pour combler le vide. Mais tu as toujours été le meilleur d'entre nous. Sauve-le, s'il te plaît. Sauve-le. Ces mots me firent vomir, littéralement, sur le parquet usé. Non, je ne sauverai personne. La nuit suivante, je me rendis à leur maison de banlieue, à Neuilly, sous couvert d'une trêve familiale. La pluie martelait les tuiles, et l'air sentait le châtaignard brûlé. Père m'ouvrit, visage bouffi par le cognac. Entre, fiston. On doit parler. Dans le salon, lambris sombres et portraits ancestraux, ils étaient tous là, mère pleurant dans son mouchoir,
Étienne fumant un cigare, Claire muette dans un coin. Tu as tout gâché, cracha Étienne, se levant d'un bond. À cause de toi, les investisseurs fuient. Je le fixai, calme comme la mort. À cause de moi, ou à cause de tes mains sales, frère? Il blêmit, et mère intervint. Arrêtez. Louis, c'est de l'histoire ancienne. Ta naissance. Nous t'aimons. Aimer. Ce verbe, si galvaudé en français, si vide. Je sortis la lettre, la brandissant comme un étendard. Expliquez-moi ça, alors. Pourquoi m'avez-vous fait endosser ces crimes? Le vol, la rixe. J'ai purgé pour lui. Le silence tomba, lourd comme un suaire. Père tout ça, c'était pour la famille, Louis. Étienne et l'avenir. L'avenir. Et moi, le sacrifice. Étienne ricana. Tu étais parfait pour ça, le petit saint. Toujours prêt à saigner pour nous. Ce fut le déclic. Ma main glissa dans ma poche, effleurant le manche du couteau, pas celui de la cuisine, un plus raffiné, un laguiole gravé. Mais je me retins. Pas ici, pas encore. Profitez de votre banquet, dis-je en tournant les talons. Car bientôt, il n'y aura plus de place pour personne. Dehors, la tempête hurlait, et Paris, ma complice, m'avala dans ses entrailles. La phase 2 commençait, l'isolement. J'appelai Raoul, accélère les poursuites. Et à Claire, un message doux amer. Rejoins-moi. Il te ment comme il m'a menti. Elle répondit au petit matin. Oui, j'en ai assez. La toile se resserrait, et le premier cri d'agonie retentit bientôt. L'arrestation d'Étienne pour fraude, menotte au poignet devant les flashs des paparazzis. Mes parents appelèrent, suppliant. Sauve-le, Louis. Tu es notre seul espoir. Espoir. J'éclatai de rire, un son qui résonna dans le vide de mon appartement. Non. L'espoir était mort avec mes illusions. Les menottes cliquetèrent comme un refrain maudit, et Étienne, ce colosse d'arrogance, fut traîné hors de son bureau haussmannien comme un vulgaire pickpocket de la place Vendôme. J'étais là, en spectateur anonyme, mêlé à la foule des curieux sous un ciel de plomb. Son regard croisa le mien une fraction de seconde, un éclair de haine pure, teinté de surprise. Il savait. Pas tout, mais assez pour sentir le piège se refermer. Salopard, articula-t-il silencieusement, avant que les flics ne l'embarquent dans leur fourgon grisâtre. Ce soir-là, je dînais seul au Procope, le plus ancien café de Paris, où Voltaire avait autrefois empoisonné ses ennemis avec de l'arsenic intellectuel. Un bœuf bourguignon, un verre de Margot, et le journal plié avec sa photo en première page. Héritier le moine arrêté. Un scandale qui ébranle la finance française. Les autres clients murmuraient, jetant des regards obliques. J'étais le fantôme au milieu d'eux, invisible et tout-puissant. Mon téléphone vibra. Claire. Il nie tout. Mais je sais la vérité, Louis. Viens me voir. Son appartement, rue des Abbesses, était un nid de soies et de regrets. Elle m'ouvrit en robe de chambre, cheveux en désordre, yeux rougis par les larmes ou la fureur, difficile à dire. Entre, murmura-t-elle, et son parfum de jasmin me frappa comme un uppercut. Nous nous assîmes sur le balcon, surplombant Montmartre où les touristes erraient comme des âmes perdues. Étienne a un coffre-fort, confia-t-elle, allumant une cigarette d'une main tremblante. À la banque, sous un faux nom. Des documents. Sur toi. Sur ta naissance. Point. Ma gorge se serra. Montre-moi. Elle secoua la tête. Pas encore. D'abord, jure-moi que tu ne le tueras pas. Tuer. Le mot plana entre nous, lourd d'interdit. Je ris, doucement. En France, on ne tue pas, on assassine avec style. Mais non, Claire. Pas de sang. Pas tout de suite. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, tissant des alliances fragiles. Elle me raconta les nuits d'insomnie d'Étienne, ses murmures sur le petit frère qui paie toujours, ses liaisons avec des courtisanes russes qui finissaient en chantage. Et moi, je lui révélai ma douleur. Les années d'ombre, les jobs précaires pour renflouer leurs dettes, les amours brisés parce que la famille d'abord. À l'aube, ses lèvres effleurèrent les miennes, un baiser volé, amer comme le café noir. Aide-moi à le détruire, souffla-t-elle. Pour nous. La phase d'isolement s'accéléra. Avec Raoul, nous déposâmes plainte pour détournement de fonds, citant des preuves irréfutables. Virements fantômes vers des comptes cypriotes, factures gonflées pour des œuvres d'art volées. Le Monde publia un second article, plus accablant, Les Lemoine, une dynastie bâtie sur le mensonge. Mes parents, acculés, m'appelèrent en pleurs. Mère, voix brisée. Louis, mon chéri, reviens. Étienne est innocent. C'est un complot. Innocent. Le mot me fit grincer des dents.
Je les vis au commissariat, lors de la visite autorisée. Père, effondré sur une chaise en plastique, mère serrant un rosaire imaginaire. « Pourquoi fais-tu ça » gémit elle. Je m'approchai, voix basse. « Parce que vous m'avez fait ça, d'abord. » Le vol de 2005, c'était lui. La rixe de 2010, qui m'a valu 6 mois de prison. Lui encore. Et ma naissance. Un mensonge pour couvrir sa bâtardise. Père blêmi, c'était pour te protéger, fiston. La famille. Je l'interrompis d'un geste. La famille est un cancer, papa. Et je suis le chirurgien. En sortant, je croisai Étienne dans le couloir, derrière les barreaux d'une cellule vitrée. Il sourit, ce sourire de requin. Tu crois que ça s'arrête là, Louis? J'ai des amis. Des amis qui te feront regretter d'être né. Né. Le mot résonna comme un glas. C'est amis. Les Russes, bien sûr. Je rentrai chez moi, barricadai la porte, et passai la nuit à compiler des dossiers. Le lendemain, un colis anonyme arriva. Des photos de moi, pris en filature près de la Seine. Une note. Recule, on te noie comme un chaton. La peur me tordit les entrailles, mais elle se mua vite en rage. J'appelai Claire, ouvre le coffre. Maintenant. Nous nous retrouvâmes à la banque, masqués comme des voleurs de vaudeville. Le coffre contenait l'enfer en papier, certificat de naissance falsifié, confirmant que j'étais adopté pour couvrir la liaison d'Étienne avec une domestique ukrainienne. Des lettres de chantage, des contrats avec des mafieux de l'Est. Et une vidéo. Étienne, ivre, confessant à Claire, Louis est parfait pour porter mes péchés. Il est faible, il aime ça. Je serrai le poing, le plastique du téléphone craquant sous mes ongles. Claire pleura. Je l'ai filmé pour me protéger. Utilise-le. J'hochai la tête, et cette nuit-là, j'envoyai la vidéo à Raoul. Porte-la au juge. Et au procureur. Le scandale explosa comme une bombe à la Bastille. Étienne fut inculpé pour blanchiment, association de malfaiteurs, des chefs d'accusation qui sentaient la tôle à perpétuité. Les Russes, flairant le vent, se retirèrent, laissant des cadavres métaphoriques dans leur sillage. Des témoins disparus, des comptes gelés. Mes parents perdirent tout, la maison de Neuilly saisie, l'entreprise en liquidation. Mère tenta le suicide, une poignée de somnifères avalés dans la salle d'attente d'un hôpital public. Père erra les rues, mendiant auprès d'anciens associés. Et moi, j'étais au centre, le paria devenu roi. Claire vint s'installer chez moi, nos nuits un mélange de passion et de complot. « Tu es mon héros », murmurait-elle, ses ongles traçant des cicatrices sur mon dos. Héros. En France, les héros finissent toujours mal, exilés ou guillotinés. Mais pour l'instant, le pouvoir était doux, comme un vin de Sauterne. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un soir, Raoul m'appela. « Attention, Louis. Étienne a un avocat véreux, un type de la Cour de cassation. Il prépare une contre-attaque. Il va clamer que tu es le cerveau, que tu as fabriqué les preuves pour l'usurper. » Mon sang se glaça. L'usurpateur. C'était son tour de me faire porter le chapeau, comme toujours. Je raccrochai, fixant la scène depuis ma fenêtre. Les lumières dansaient sur l'eau noire, et un plan germa, l'inversion totale. Pas de loi, cette fois, du poison pur, métaphorique ou littéral. J'achetai un flacon d'arsenic en ligne, discret, via un marché noir torvé. Non pour le tuer, pas encore. Pour contaminer sa cellule, via un gardien corrompu que Claire contacta. Les jours suivants furent un balai de tension. Étienne vomit du sang en audience, accusant la prison de maltraitance. Les journaux titrèrent « Complot contre l'héritier Lemoine ». Et là, le twist mineur. Père, dans un moment de lucidité alcoolisée, m'appela « Fils, arrête ». Étienne. Il n'est pas le monstre. C'est moi qui ai tout commencé. Les fraudes, c'était pour te payer tes études quand tu as fui la maison. Études. J'éclatais de rire, hystérique. Et le reste? Les mensonges. Silence. Puis, pour te garder près de nous. Tu étais le seul qui comptait vraiment. Comptait. Le verbe au passé me transperça. La vengeance bifurqua. Au lieu de l'achever, je décidai de les briser de l'intérieur. J'organisai une réconciliation, une visite conjugale pour Étienne, avec Claire comme appât. Elle y alla, micro caché, et enregistra ses aveux. J'ai tué cet homme, en 2012, près du Pont-Neuf. Un rival d'affaires. Louis a porté le blâme, comme un bon petit soldat. Le meurtre. Le secret ultime, chongiu pendant des années. J'avais passé 3 mois en détention provisoire pour ça, battu par des codétenus qui me traitaient de lâche. La bande passa au procureur le lendemain.
Étienne s'effondra en larmes devant le juge. C'est un piège. Mon frère est fou. Faux. Le mot qui divise. Victime ou monstre? Les médias s'emballèrent. Paul en ligne, Louis Lemoine, vengeur ou psychopathe? La France, terre de débats enflammés, se scinda en camps. Certains me voyaient comme un anti-héros balsacien, d'autres comme un parricide en herbe. Claire et moi fêtâmes ça avec du champagne volé. Et maintenant? Demanda-t-elle, nue sous les draps. Maintenant, répondis-je, le cœur du festin. Le procès d'Étienne s'ouvrit sous un ciel d'hiver parisien, où le vent du nord charriait des flocons sales comme des confettis macabres. Le palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de désespoir, devint le théâtre de notre tragédie familiale. J'étais le témoin star, le frère trahi qui déballait les tripes de l'accusé avec la précision d'un chirurgien fou. Chaque jour, je montais à la barre, voix posée, recountant les mensonges. Le vol, la rixe, le meurtre. Il m'a fait endosser ses péchés, disais-je, les yeux dans ceux du jury, des Parisiens blasés, des banlieusards amers, un mélange qui puait la division. Étienne, en costume froissé, niait tout, son avocat, un requin nommé Duval, avec des lunettes en écaille et un accent de province, le dépeignant comme une victime d'un frère jaloux, un raté qui rêve d'héritage. Les journaux titraient « Fratricide moral, qui est le vrai monstre des Lemoine ?» Les plateaux télé s'enflammaient, experts psychologues disséquant mon syndrome de l'abandon. Claire, assise au fond de la salle, hochait la tête à chaque mensonge, son alliance jetée depuis des semaines. Mes parents assistaient, spectraux, mère en noir, voilée comme une veuve prématurée, père buvant du thermos de gnôle en cachette. Après une audience, ils m'accostèrent dans le couloir humide. « Arrête cette folie !» implora mère, main sur mon bras. « Étienne est ton sang au presque. » Presque. Le mot claqua comme un fouet. « Et moi? Ai-je du sang pour vous ?» rétorquai-je. Père murmura. « Tu nous tues tous, Louis. » Réfléchis à l'héritage moral. Héritage. En France, il rime avec malédiction, comme chez les Goncourt ou les Proust. Je l'ai laissé là, et rentré chez moi où Claire m'attendait, nue devant la cheminée improvisée, un radiateur à gaz crachotant. « Il va s'en sortir, » dit-elle, versant du vin. Duval a des connexions. Je bus, le liquide rouge coulant comme du sang. Alors, on passe au plan B. Le plan B était un poison lent, des fuites orchestrées. Via Raoul, je contactai un hacker freelance, un gamin de Nanterre avec un tatouage de Marianne sur le cou, pour infiltrer les mailles de Duval. Des preuves affluèrent, pot de vin russe, liaison avec des juges corrompus. Un article du Canard enchaîné fit mouche, l'avocat d'Étienne, un pantin de l'Est. Duval fut dessaisi, et le nouveau, un idéaliste frais émoulu de l'école de droit, commit l'erreur fatale de croire en la justice. Les audiences virèrent au cauchemar pour Étienne. Il craqua un après-midi, hurlant à la barre. « Louis est un menteur. Il a planifié l'anniversaire pour nous humilier, pour voler notre place. » Le jury fronça les sourcils, le juge tapa du marteau. Moi, impassible, je pensais à cet anniversaire, ce banquet sans chaise, et un frisson de triomphe me traversa. Mais la tension montait, UAM comme un polar de Simon. Une nuit, des brutes, des Russes, sans doute, forcèrent ma porte. Ils étaient 3, masqués, puant la vodka et la sueur. « Recule ou on te casse », grogna l'un, couteau à la main. Je me défendis avec une lampe de chevet, fracturant un crâne, mais un coup de poing m'éclata la lèvre. Claire hurla depuis la chambre. Ils fuirent, laissant un message gravé sur le mur, « La famille paie ». Blessé, je me traînai à l'hôpital Cochin, où les néons blafards me renvoyèrent mon reflet, un monstre aux yeux creux. Raoul vint, bandage à la main, « C'est la guerre, maintenant. » Étienne a lâché les chiens. Guerre. En France, elle se fait avec des mots et des ombres, mais le sang coulait déjà. Le lendemain, twist, Claire me trahit. Ou du moins, le cruel. Elle m'appela, voix chevrotante, « Louis, je suis enceinte. » De lui. De lui. Le monde bascula. Je raccrochai, vomissant dans l'évier, et passai la nuit à errer le long de la Seine, où les ponts murmuraient des secrets de suicidés. Était-ce vrai? Un piège d'Étienne pour me briser? Ou la réalité, un dernier coup bas? Je la confrontai au tribunal, après l'audience. C'est vrai. Elle pleura. Oui. Mais je veux rester avec toi. Laisse-le pourrir. Ambiguïté française, cette danse des sentiments empoisonnés. Je la serrai contre moi, sentant le mensonge palpiter sous sa peau. Alors, finissons-le. La contre-attaque fut magistrale. J'employai l'arme ultime, la vidéo du meurtre,
montée avec des témoignages de la bonne Ukrainienne, retrouvée via un détective privé, une vieille femme brisée à Lisbonne. Elle confirma, le bébé. C'était d'Étienne. Ils m'ont payé pour partir, et mis Louis à ma place. Le jury halta. Étienne s'effondra, hurlant « Pute !». Le verdict tomba comme une guillotine. Perpétuité, sans sursis. La salle explosa en murmures. Dehors, des manifestants aux pro et anti-Lemoine s'affrontèrent sous la pluie. Vengeance justifiée, criaient les uns, meurtre familial. Les autres. J'étais le centre du cyclone, acclamé et haï. Ce soir-là, Claire avorta en secret, ou feignait-elle? Elle ne dit rien, et je n'insistais pas. Nos étreintes devinrent sauvages, un mélange de haine et de désir. Tu es libre, murmura-t-elle. Libre. Mais en France, la liberté est une illusion, comme le savait Sartre. Pourtant, les parents restaient. Mère, internée pour dépression, m'envoya une carte. Pardonne, mon fils postiche. Postiche. Le mot me rongea. Père, SDF maintenant, mendiait près de Notre-Dame. Je lui glissai un billet, anonyme, et le vis pleurer. Larmes de gratitude ou de rage. La vengeance culminait, mais le vide grandissait. Paris, avec ses cafés bondés et ses amours éphémères, me semblait un décor factice. Et Étienne, en cellule, jurait vengeance. Une lettre glissée par un gardien. Je sortirai, et ce sera ton tour de payer. Payer. Le cycle éternel. La perpétuité d'Étienne n'était pas une fin, mais un interlude dans l'opéra wagnérien de notre haine. Enfermé à Fresnes, cette forteresse de béton gris près de Paris où les âmes se noient dans l'oubli, il ourdissait encore. Des rumeurs filtraient, alliance avec des détenus albanais, plans d'évasion tordus comme des ruelles de Belleville. Moi, je vivais dans l'œil du cyclone, un appartement haussmannien réquisitionné sur saisie, ironie du sort, l'ancien bureau d'Étienne, avec vue sur les toits de tuiles roses. Claire et moi jouions les amants maudits, nos nuits un tourbillon de vin et de reproches. L'enfant n'était qu'un mensonge, avoua-t-elle un soir, nue sous les draps de soie volée. Pour te tester. Tester. Comme un rat de laboratoire. Je la giflai, la première violence physique de ma vie, et elle sourit, les lèvres tuméfiées. C'est ça que tu veux? Devenir lui. Peut-être. La frontière entre vengeurs et bourreaux s'effritait, comme les berges de la Marne sous les crues. Les parents, relégués dans un HLM de la banlieue rouge, tentaient une rédemption pathétique. Père, sobre par force, m'écrivait des lettres manuscrites. J'ai tout confessé à un prêtre. Le meurtre, j'ai aidé à cacher le corps, pour protéger notre nom. Notre nom. Lemoine, synonyme de pourriture. Mère, sortie de l'asile, joignit sa voix. Reviens, Louis. Nous sommes seuls. Seuls. Comme je l'avais été. Je les vis un dimanche, dans un bistrot anonyme de la Goutte d'Or, quartier où les odeurs d'épices masquent les regrets. Ils étaient vieillis, ridés comme des pommes oubliées. Pardon, murmura Père, tendant une main tremblante. Je la repoussai, le pardon est pour les saints, pas pour les complices. Mère sanglota. Tu nous as détruits, mais nous t'avons créé. Sans nous, tu n'existerais pas. Créé. Comme un golem, animé par leurs mensonges. Le déjeuner tourna au pugilat verbal. Étienne méritait pire, crachait jeu. Père secoua la tête, il est brisé, Louis. Il pleure ton nom en cellule. Pleurer. L'image me troubla, un instant de faiblesse balsacienne. Mais je me repris. Bon. Alors, le dernier acte. Le dernier acte, l'anéantissement total. Avec Raoul, nous intentâmes une action civile contre les parents pour complicité. Preuve, les lettres, les virements pour couvrir les crimes d'Étienne. Le juge, un vieil hibou à la robe noire, fronça les sourcils. C'est de la famille, monsieur Lemoine. La loi protège les liens du sang. Liens. Je rétorquai, les miens sont faits de papier mâché. Le procès familial fut un cirque médiatique, retransmis en direct sur France Info. Les Français, friands de drames domestiques, prirent parti. Pétition pour sauver les Lemoine seniors, édito dans le Figaro clamant « La vengeance comme cancer social ». Moi, le paria triomphant, devins le vilain du jour. Des menaces anonymes pleuvaient « Mort aux traîtres » gravées sur ma porte. Claire craqua sous la pression, fuyant à Marseille avec un amant, un pêcheur basané, loin des intrigues parisiennes. Son mot « Tu m'as changé en monstre ». Adieu. Adieu. Le verbe si définitif en français, comme une porte qui claque sur l'amour. Seul, je plongeai dans l'abîme. Nuit blanche à errer les quais, conversant avec les statues de Balzac qui me toisaient d'un œil accusateur. La vengeance est un plat qui se mange froid,
murmurait l'air, mais le mien était brûlant, indigestible. Et Étienne? Il frappa depuis sa cage. Un gardien soudoyé m'apporta un paquet, une oreille de cochon, saignante, avec une note « La prochaine sera la tienne, frangin ». La peur se mua en folie. J'infiltrai Fresne via un contact de Raoul, un ex-détenu reconverti en consultant. Le plan, empoisonner Étienne pour de bon, cette fois avec du cyanure dilué dans son plateau repas. Mais en le voyant, à travers la vitre du parloir, je vacillais. Il était maigre, yeux creux, le colosse réduit à un spectre. « Louis, murmura-t-il, voix brisée. Finissons ça. Tue-moi, si tu veux. Mais sache, je t'ai toujours envié. Tu étais libre, moi enchaîné à leurs attentes. » Envié. Le mot me désarma. Était-ce un nouveau mensonge, un larcin final? Ou la vérité, un aveu qui humanisait le monstre? Je reculai, le poison intact dans ma poche. Pas encore, bredouillai-je. Dehors, la nuit de banlieue m'engloutit, et je vomis sur le bitume, libérant non pas le toxique, mais une partie de ma rage. Le chaos trao approchait, divisant le monde. Un débat télévisé opposa intellectuels, Louis Lemoine, justicier ou psychopathe. Finkelkraut tonna contre la décadence morale, tandis qu'une féministe hurlait pour la victimisation des opprimés. Les sondages, 52% pour moi, 48% contre. Une nation coupée en deux, comme la France sous la Révolution. Mes parents, condamnés à des amendes ruineuses, se suicidèrent ensemble. Une overdose partagée dans leur HLM, corps enlacés comme à leur anniversaire. Le mot d'adieu, pardon à tous nos fils. Tous nos fils, incluant le bâtard. Le choc me foudroya. Était-ce ma faute? La presse hurla, le vengeur orphelin, triomphe ou tragédie. Je m'effondrai, errant les cimetières de Montparnasse où Baudelaire sommeillait. Claire revint, fugitive, cours avec moi. Mais je refusai. La vengeance m'avait rongé, ne laissant qu'un creux. Pourtant, l'instinct reprit. Étienne, sentant la brèche, lança son ultime coup, un appel en révision, clamant ma folie. Le juge accepta une audience. Là, face à face, il sourit, « Rejoins-moi en enfer, Louis. » L'audience de révision fut un carnaval macabre, le palais de justice grouillant de caméras et de vautours médiatiques. Étienne, requin ressurgi, paradait en chemise blanche immaculée, ses chaînes invisibles brisées par des avocats frais. « Mon frère m'a piégé », clama-t-il, larmes de crocodile aux yeux. Il a fabriqué les preuves, motivé par une jalousie maladive. Regardez-le, un homme brisé par l'abandon. Abandon. Le mot rebondit dans la salle aux lambris sombres, où les juges, trois ombres en robe, prenaient note d'une main distraite. Moi, au banc des accusés maintenant, sentis le nœud coulant se resserrer. Raoul, pâle comme un linge, murmura « C'est du bluff, Louis. Tiens bon. » Mais le doute rongeait, et si Claire avait tout balancé? Si les Russes avaient falsifié les enregistrements? La plaignante entra. « Mère, non. Son fantôme via un enregistrement posthume, une vidéo tournée avant le suicide. Louis est innocent, y disait-elle, voix chevrotante. C'est nous qui l'avons trahi. Étienne. Protégez-le de lui-même. » Ironie suprême, le mort plaidant pour le vivant. Le jury, des citoyens tirés au sort, visages impassibles comme des masques de commedia dell'arte, délibéra 2 heures. Verdict, révision rejetée, mais enquête ouverte sur moi pour subornation de témoins. Subornation. En français, ça sonne comme une danse obscène. Dehors, la foule hurla, moitié libérez Étienne, moitié à mort le traître. La police m'escorta, sirène hurlante, jusqu'à un hôtel anonyme près des Champs-Élysées. Là, seul avec une bouteille de Calva, je contemplais le suicide comme option. Paris, étalé en contrebas, scintillait de lumières indifférentes, la ville lumière qui dévore ses enfants. Claire surgit à minuit, clé en main, volée, sans doute. Fuis, implora-t-elle, valise à la main. Les Russes te traquent. Fuis. Le verbe des lâches. Je la repoussai. Non. Finissons. Ensemble, nous tîmes conseil. Le twist final, celui qui causerait le schisme éternel. Pas un meurtre banal, une révélation qui ébranlerait les fondations. Au aube, j'infiltrai à nouveau Fresne, déguisé en prêtre, soutane volée d'un fripier de la rue Mouffetard. Étienne me reçut en confession, moqueur, « Absous-moi, mon frère. » Je sortis un magnéto caché, « Confesse-toi d'abord. » Il rit, puis craqua sous la pression, ou feignit-il. « Oui, j'ai tué. Oui, je t'ai utilisé. Et toi? »
Tu as tué nos parents, par tes actes. Tuer. Le mot plana, et je pressai play. L'enregistrement partit en direct sur un site pirate, hacké par le gamin de Nanterre. Le monde explosa. Confession choc, Étienne Lemoine avoue tout. Mais le vrai twist, dans la bande, il ajouta « Et Louis. Il a planifié le suicide de nos parents. Il les a poussés pour clore le cercle. » Mensonge? Vérité? La confusión reina. Les médias s'emballèrent. Double fratricide, qui croire? La France se divisa plus que jamais. Forum en feu, manifestation à République. Certains me virent comme victime ultime, d'autres comme le diable incarné. La police frappa à ma porte 2 heures plus tard. Menotté, je fus traîné au quai des Orfèvres, où les inspecteurs, des flics fatigués à la Maigret, me cuisirent. « C'est toi, hein? Le marionnettiste. » Je ris. En France, tout le monde tire les ficelles. Pas de preuves solides. L'enquête traîna, mais Étienne fut renvoyé en cellule, son appel anéanti par sa propre confession. Libéré sous caution. Merci Raoul. Je retrouvai Claire sur un banc du Luxembourg, feuilles mortes tourbillonnant comme des regrets. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Rien, » répondis-je. La vengeance est un vide. Nous partîmes pour le sud, un train de nuit vers Nice, laissant Paris à ses fantômes. Vint en épilogue. Des mois plus tard, une lettre d'Étienne. Tu as gagné, frangin. Mais en gagnant, tu as perdu ton âme. Âme. En France, on la vend au diable pour un bon mot. Je brûlai la lettre, et avec elle, les derniers lambeaux de haine. Claire enfanta, pas d'Étienne, d'un amant fugace, mais d'un espoir neuf. Nous élevâmes l'enfant à Marseille, anonyme, loin des boulevards maudits. Pourtant, la nuit, je rêve encore de cet anniversaire sans place, et je me demande, étais-je le vengeur ou le plus grand imposteur? La France, terre de paradoxes, ne tranche jamais. Les lecteurs, vous choisirez votre camp. Moi, je vis, hanté, mais vivant. Et c'est déjà une revanche.